à tous, mes chers futurs habituels auditeurs, hein, je l'espère. Bienvenue à ce premier épisode du podcast Micronutriments, nom qui m'a d'ailleurs été suggéré par un ami qui m'est proche, je tiens à le remercier. Ce podcast va porter en fait sur l'anorexie mentale. L'épisode 1, donc celui que vous écoutez présentement, portera principalement sur les causes. Mais l'anorexie mentale, en fait, juste pour clarifier, c'est le trouble de l'anorexie, en fait, c'est son nom complet dans le DSM-5, qui est l'espèce de grosse bible des psychologues avec tous les critères diagnostiques. Donc, l'anorexie mentale, ça se traduit surtout par une restriction alimentaire, un contrôle menant à une perte du poids, vraiment restriction extrême. Ça se traduit aussi par un idéal de l'image corporelle qui est perturbé. Donc, il existe plusieurs troubles de conduite alimentaire. Hein. Il y a la boulimie, il y a l'anorexie, donc on va parler. Il y a les accès hyperphagiques, puis il y a toutes sortes d'autres affaires, le pica, manger des aliments qui sont pas comestibles, la néophobie, les méricismes, bref, toutes sortes de troubles. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur l'anorexie mentale, qui est le trouble, j'ose dire, le plus meurtrier, oui. C'est grave, là, faut pas le nier. Mais le taux de décès lié à ça, hein, parce que une restriction alimentaire extrême, ben, ça fatigue beaucoup le corps. Mais ça peut monter entre 5 à 10% des anorexies, en fait, qui se terminent souvent en mort, par la mort, ce qui est très regrettable. Donc maintenant que j'ai fait le point sur ce qu'est l'anorexie, hein, ben, on va s'attarder en fait sur ces causes. Donc le podcast va prendre un peu une forme d'une discussion. Hein. On va essayer de, d'alléger un peu un sujet qui est assez lourd. Donc j'ai commencé un peu à vous en parler, mais je vais continuer avec ça pour ces causes. Puis plus tard un peu, je vais vous raconter un peu l'historique de l'image corporelle pour voir comment ça a évolué. Puis ma très chère collègue Amélie Messier, qui fait également un podcast pour un travail d'intégration au cégep. Donc elle fait un podcast sur l'image corporelle. Puis justement, je l'ai invitée aujourd'hui pour qu'on en discute un peu de ça, image corporelle et anorexie. Je tiens également à préciser, avant qu'on aille plus loin, qu'on n'est pas professionnel. Donc, on est étudiante. Évidemment, on vous raconte pas n'importe quoi. Là. On a quand même fait des recherches et tout et tout. Mais le podcast, c'est vraiment le but de sensibiliser. Donc, vraiment, sachez, on n'est pas des professionnels, mais on veut quand même faire en sorte que ça soit moins tabou. Puis, on veut vraiment sensibiliser la population à ça. Je vais commencer par une petite introduction, en fait, pour vous montrer c'est quoi l'état de l'anorexie, du trouble de l'anorexie, en fait, aujourd'hui. Donc, il faut savoir que, oui, l'anorexie mentale, ça a une prévalence, en fait, dans les milieux socio-économiques, donc dans les sociétés, États, pays dans lesquels on valorise un idéal corporel qui se rapproche de la minceur, en fait. Là. Que la beauté, c'est être mince, puis être grande, avoir une silhouette assez fine. Mais il faut savoir aussi que ça existe partout sur le globe. Hein. C'est pas seulement dans les sociétés occidentales, mais vraiment partout. Personne n'y échappe. Là. Ce que je veux dire par là, c'est que pauvres, riches, peu importe la nationalité, situation économique, toute personne peut développer un trouble de l'anorexie. Depuis quelques années, en fait, je dirais que ça s'empire parce que là, j'ai des petites statistiques qui me proviennent de l'Université de Sherbrooke, là, du Centre RBRC d'expertise universitaire. Puis j'en ai d'autres qui me proviennent aussi de INSERM de la République française, hein, qui date de 2020. Donc, il faut savoir que, en fait, l'anorexie, oui, c'est une préoccupation extrême du corps, de son image corporelle, mais ça commence vraiment plus tôt. Donc, oui, il y a une prévalence du développement quand
des jeunes adolescents, jeunes adultes. Ça, c'est pour toutes sortes de raisons, hein, parce que l'adolescence, c'est une période assez critique, hein, où est-ce que les sociaux, standards de beauté nous affectent grandement. Le regard de l'autre est très important. On veut se faire aimer, on se compare beaucoup avec les autres, puis justement l'importance... l'opinion et le regard justement des autres, de ses pairs, ses proches, sa famille, de la société, en fait, très important. Puis, faut aussi savoir que l'adolescence est une période critique parce qu'il y a beaucoup de changements corporels qui peut mener à beaucoup de stress et de préoccupation. Donc, c'est ça. Il faut... ce que j'allais dire avant de faire cette petite parenthèse, c'est que apparemment, il y aura environ 50% des enfants du primaire qui sont préoccupés par leur poids. Donc, ça commence... La pression sociale qui est liée justement à la beauté, au standard de beauté, à l'image corporelle, débute vraiment très, très tôt. Puis, même que les enfants fin primaire, on dit qu'environ 40% des jeunes filles, parce que oui, ça touche principalement les femmes, moins les hommes. Les hommes, c'est autre chose, on en discutera plus tard. Mais ça se préoccupe énormément pour la minceur. Donc, 40% des fillettes qui ont déjà eu recours à des régimes amaigrissants. Donc, ça, c'est-à-dire l'impact, en fait, de tout ce qui nous entoure, parce que, on s'entend, un enfant, habituellement, ça n'a pas la préoccupation de ça en premier, là, c'est supposé jouer et s'amuser. Au Québec aussi, il y aurait 10%, au moins 10% des femmes entre 13 et 30 ans, donc comme je vous disais, adolescents, jeunes adultes, qui souffriraient d'un trouble alimentaire important. Puis, 5 à 10% des troubles alimentaires, en fait, peuvent entraîner la mort. Hein? Donc, voilà, la prévalence vers le décès est assez élevée dans les troubles de l'anorexie. Puis, environ 30% des cas évoluent positivement dans les cas très graves. Bon, fini les statistiques, on va continuer avec... J'ai eu droit à des gros yeux à côté de moi. On va continuer avec un peu d'historique de la perception. Donc, je vois que je parle beaucoup, fait que je vais abréger. Mais en gros, je vais vous résumer du 16e siècle jusqu'au 21e siècle en 2 minutes. Avant, les femmes, 16e siècle à peu près, on percevait le corps de la femme plus riche et en santé et plus désirable. Moi, désirable. Tu peux parler aussi. Oui. Plus désirable. Quand on disait en bon point, hein? Donc les femmes avec des rondeurs, hein, c'était signe de richesse, de santé. Donc c'était plus ça qui était valorisé. Puis tranquillement, avec la religion aussi, hein, on vise. Ce qui était important, on mettait l'emphase justement sur la femme, oui, certes en bon point, mais voilà, on la représentait plus aussi en lien avec les corps astrales, le céleste, le ciel et tout. Vraiment, ce qui était plus important dans le corps de la femme, oui, robuste et en santé, mais c'était beaucoup le visage, les mains, plus qui se rapportait au ciel. Donc, c'était pas tant le corps de la femme qui était vraiment mis en valeur. Après ça, tranquillement pas vite, les lumières sont arrivées, hein, 17e, 18e siècle. Puis, non, on focalisait plus, en fait, sur... oui, l'esthétique de la femme est tranquillement apparue, mais vraiment plus mécanique, hein, c'était plus dans l'art. Donc, c'était, encore une fois, il n'y avait pas de standard tant que la femme était vraiment plus en santé. Puis, tranquillement, ça s'est développé, hein, dans les années 19e, 20e, 21e siècle jusqu'à nos jours, hein, où... aujourd'hui, ce qui est valorisé, c'est plus un corps, je parle pour les sociétés occidentales, mais plus un corps mince, hein, avec des formes généreuses dans les endroits stratégiques. des formes, mais vraiment plus la minceur qui est mise en valeur. Puis pour les hommes, c'est vraiment plus les muscles. Hein, quand on va au gym, on s'entraîne, vraiment, c'est vraiment plus cet aspect-là qui est recherché aujourd'hui. Donc, voilà, 2 minutes comme j'avais dit. Ensuite, on va se diriger tranquillement vers Amélie, hein, parce que je vous disais, on parlait des causes aujourd'hui. Donc, c'est l'anorexie mentale, troubles alimentaires, oui. Puis, en gros, là, c'est en quoi ça consiste. Il existe plusieurs types. Hein. Il y a plus type restrictif,
type hyperphagique, donc restrictif. La personne va vraiment se restreindre, elle va utiliser souvent des méthodes compensatoires qu'on dit, mais vomissements involontaires, des laxatifs pour perdre du poids, puis excès d'exercice physique. Puis hyperphagique, justement, on mange beaucoup, mais on se fait vomir aussi. Il y a un peu des deux. Donc, les causes, en fait, c'est plus des facteurs de risque. Des facteurs de risque, c'est des facteurs dans la vie de la personne qui la prédisposent à développer un trouble psychologique. Pour l'anorexie, ça a surtout ça a surtout une sphère sociale. Donc, ce que la société valorise. Là, Amélie fait son entrée parce que là, on va parler d'image corporelle. La société, ce qu'on valorise, en fait. Donc, oui, beaucoup, c'est plus les femmes qui développent l'anorexie, mais aussi les hommes. Donc, j'ai envie de se poser la question, est-ce qu'il y a une différence entre les standards de beauté que l'on retrouve chez les femmes et ceux des hommes? Puis, si oui, évidemment, c'est quoi les différences? Puis, ou ressemblances, Puis, on va commencer avec ça. Puis, je lui demanderai après l'influence. Oui, donc selon mes recherches, en gros, moi j'ai fait mon travail sur les standards de beauté, puis je fais mon podcast aussi sur l'estime de soi, comment c'est interrelié avec les standards de beauté. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que dans les recherches, on visait spécifiquement les filles. J'ai l'impression que les standards de beauté ou l'image corporelle chez les femmes, c'est un sujet qui est un peu plus difficile, dans le sens que les standards qu'on leur accorde, il est un petit peu impossible à achever. Dans le sens que si on est mince, on est trop mince. Si on est grosse, on est trop grosse. Puis c'est assez rare de trouver une femme pour laquelle vraiment la société s'entend qu'elle a une super belle apparence puis elle respecte les normes de la société. Alors que pour l'homme, comme Adrienne le mentionnait un peu avant, ben oui, c'est les muscles, mais à un certain point, si on a une masse de muscles, je dirais normale, qu'on n'est pas super plein de muscles comme bodybuilder, ben on atteint plus facilement les standards de beauté, je trouve, là, chez les hommes. Il y a aussi un gros aspect socio-économique pour les femmes, quand on parle de la taxe rose, puis en gros tous les produits que les femmes doivent acheter qui sont plus chers ou simplement que les hommes ne doivent pas acheter. Je pense par exemple aux brassières qui coûtent, on s'entend, une fortune là, pour avoir... Blinde, oui. Ouais, c'est ça, pour avoir une bonne brassière qui ne fait pas mal. T'sais, ça peut aller jusqu'à autour de 100$ par paire. Puis c'est un coût que les hommes n'ont pas à, disons, accommoder pour achever les standards de beauté. Ils n'ont pas besoin de brassière, eux, les chanceux. C'est ça, exactement. OK. Puis, en suivant ça, justement, les standards qui sont différents, est-ce que ça l'influence aussi différemment les hommes et les femmes, selon toi et selon tes recherches, là? Ben c'est sûr que j'ai l'impression que ça a une plus grande influence sur les femmes, justement, à cause de l'aspect socio-économique. Mm-hmm. Parce qu'il y a littéralement une partie de notre salaire qui doit être dédiée à ça. Puis quand on y pense, oui, on se dit, par exemple, c'est un choix de porter une brassière, c'est un choix de... De se raser. Ouais, c'est ça, mais on s'entend qu'une femme qui ne porte pas de brassière à une entrevue, il y a des chances qu'elle ne se fasse pas accepter simplement à cause du fait qu'elle n'a pas de brassière. Donc, c'est des coûts qui sont un peu nécessaires. Puis c'est quelque chose que j'ai parlé aussi beaucoup là, dans mon projet à moi. C'est quasiment une oppression, une forme d'oppression là, pour la femme de devoir ressembler à quelque chose de particulier pour être capable de pas nécessairement égaler, mais essayer de se rapprocher d'un statut là, que l'homme pourrait avoir sans effort de plus. C'est quoi ta question déjà? Je me suis en fait, c'est de la façon ça influençait différemment les hommes et les femmes, justement, ces standards-là. Donc, je pense que ça a une très grande influence aussi sur l'estime de soi, pour les deux. C'est sûr que du côté de l'estime de soi, j'ai l'impression que c'est plus difficile un peu pour les hommes, parce qu'eux, ils ont vraiment moins tendance à s'exprimer, à aller chercher du support, du soutien quand ils en ont besoin. Donc, pour ceux à qui ça touche beaucoup plus, là, l'estime de soi par rapport à son corps, à l'image de son propre corps, j'ai l'impression que les hommes l'auraient peut-être un peu plus difficile là-dessus. Mais je pense que de manière globale, là, quand on parle d'inégalité ou quelque chose qui ressemble à ça, j'irais vraiment plus vers les femmes. Là, ça a un plus gros impact selon mes recherches et selon mon opinion à moi aussi là, sur
la vie des femmes en général. Oui, aussi. Puis, tu sais, on le voit aussi, ben, tu sais, notamment, je le relie à l'anorexie, mais c'est principalement des femmes. C'est comme 90% de femmes qui développent le trouble, 10% d'hommes. C'est quand même majeur. Donc, tu sais, c'est pas à nier que, voilà, ça l'influence. Aussi, j'ai envie de te demander, parce que j'ai lu dans les sociétés, en fait, il y avait aussi des personnes plus à risque que d'autres, hein, comme les mannequins, entre autres. Hommes et femmes, je pense surtout aux mannequins femmes, hein, qui doivent être super minces, et des personnes vraiment menues, une silhouette très fine. C'était un facteur un peu prédisposant, presque, pour développer un trouble d'anorexie. Est-ce que tu penses que, justement, le fait de promouvoir, en fait, ce corps-là comme un idéal corporel à atteindre, parce que ce sont les mannequins qui sont choisis, qui sont comme ça. Hein? Oui, des genres de représentants. Oui, c'est ça. Est-ce que tu penses, toi, que justement, dans les pubs, des femmes toujours souriantes et tout le temps parfaites, dans les modèles qu'on représente, les mannequins et tout ça, est-ce que tu penses que, justement, c'est aussi que ça a vraiment un gros impact sur l'estime de soi, puis l'image, en fait, que la femme se fait d'elle? Ben, je pense que oui, à 100%. Surtout quand on pense à une société aujourd'hui qui met une grosse emphase sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ben, disons, une adolescente qui passe quelques heures par jour sur ces réseaux sociaux, elle, quand elle voit justement ces images-là, ces publicités-là, ben c'est vraiment l'image, la référence qu'elle se fait de c'est quoi être une femme, c'est quoi l'apparence que je devrais avoir quand je vais grandir. Puis c'est quelque chose qui est assez dangereux aussi, je dirais, avec les médias sociaux, avec l'apparition vraiment là, de l'altération de l'image, le fait qu'on peut cliquer sur un filtre, puis tout d'un coup, notre peau est parfaite, mes seins sont plus gros, ta vraiment... taille est plus affinée aussi, et tout et tout. Exactement, puis c'est encore plus difficile à trouver là, quand on parle de Photoshop, puis c'est vraiment des personnes, leur travail, c'est de faire ça, c'est d'altérer l'image de personnes qui les payent pour faire ça. Puis ça peut être vraiment dangereux, là, surtout quand on se rend pas compte que ça a été altéré. Tout à fait, tout à fait. Donc là, pour l'aspect vraiment plus social, personnellement, ça fait le tour de ce que je voulais dire. Je sais pas si tu avais des choses à rajouter. La seule chose que j'avais vue aussi un peu dans mes recherches, je vais en parler assez brièvement, on commence à faire un très long podcast, mais j'avais vu aussi qu'il y avait différentes influences, par exemple en Amérique, dépendamment de la race de la personne. Ah oui? Quand on y pense, par exemple, une personne qui vient d'Asie, elle a une morphologie différente que quelqu'un donc, qui vient d'Europe, là, anglo-saxon. Puis ben, pour cette personne-là, le standard de beauté qui est mis en place, il devient encore plus loin de sa réalité à elle. Par exemple, en Asie, il y a quelques années, il y a eu une vraiment grosse tendance sur les yeux, parce que leurs yeux ont tendance à avoir comme aucun pli, le petit pli que les Européens ont par-dessus leurs yeux. La paupière, là, ici. Oui, c'est ça. Ouais. Puis pour eux, à un moment donné, c'était vraiment rendu une tendance d'essayer d'avoir ce pli-là. Ben puis, non. Ben, oui. Oh mon Tu Dieu! me crois pas? Ben oui. non. Oui, ils ont des genres de petits scotch tape là, qui se mettent sur la paupière pour se donner une vision de paupière. Eh, wow, t'as peu. Des scotch tape sur les paupières, ça va jusque-là. OK! Mais c'est ça mon point avec tout ça, c'est un peu que les personnes de différentes races ou différentes ethnicités là, qui ont l'air d'apparence là, différent des Américains ou des Canadiens, ben pour eux c'est encore plus difficile, c'est des fois même littéralement impossible d'adhérer aux standards. Oui, tout à fait. Aussi, la grande femme est lancée. Mais si t'es petite, hein, tu peux pas y faire grand-chose, là, c'est ça? Ou, je sais pas, moi, la poitrine et tout. Fait c'est plus à prendre avec ça. Ouais. Fait que c'était vraiment plus les facteurs sociaux. Ouais. Là, moi, j'enchaînerais avec les facteurs psychologiques. On fait plus de la comorbidité, hein, comme un double diagnostic, en fait. Donc, il faut savoir qu'il y a facteurs de risque, hein, toujours prédisposants, puis en fait, plus tu accumules de facteurs de risque, en fait, plus tu es vulnérable à développer un trouble psychologique. Donc, si justement tous ces modèles et tout, la publicité et tout, l'image, l'idéal corporel, en fait, qui est valorisé, ben, si ça t'affecte, ben, ça te prédispose un peu à développer ce trouble-là. Mais d'autres choses que j'avais lues, en fait, c'était beaucoup de comorbidité avec les TOC et les troubles anxieux.
Donc, si quand tu étais petit, tu avais des traits obsessionnels ou que toi, tu as vraiment un diagnostic de TOC ou de trouble anxieux, souvent, tu es aussi plus, plus à risque, on va dire, de développer l'anorexie. Puis, pareillement, selon la situation familiale, hein, si on vit des grands stress, des fois, ça peut arriver. Grand stress, on peut plus rien contrôler. Puis, justement l'anorexie, c'est un trouble qui est en lien avec le contrôle de soi. Donc, grand stress, on n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. Donc, ce qu'on réussit à contrôler, c'est son corps. Puis là, justement, les traits de l'anorexie commencent à apparaître. Donc, c'est ce que j'avais lu. Je pense que ça fait quand même beaucoup de sens, là. Pour expliquer de façon un peu plus rationnelle, moi, je verrais ça de façon à ce que, par exemple, une personne anxieuse, elle est tout le temps en mode un peu panique, en mode rien va comme je veux, tout me stresse. Puis je pense que cet aspect-là de pouvoir contrôler son alimentation, son exercice physique, c'est quelque chose qui peut vraiment apaiser l'anxiété, pas de la bonne manière, évidemment, là, mais c'est quelque chose qui peut vraiment, disons, apaiser leur mental dans ces situations-là. Je vois vraiment pourquoi est-ce que ça peut être lié. Même chose avec les TOC, où est-ce que il y a plein de petites choses comme ça qui ne paraîtraient pas vraiment à quelqu'un qui n'a pas ce trouble-là, te stresse, puis ça te met vraiment là, sur le bord d'exploser, là, des fois. Les TOC, en fait, c'est ça. Quand tu stresses, tu compulses. Donc, moi, je pense à mes maudits arrangements de verre dans la cuisine. Donc, des fois, je suis stressée. Ben, si les verres sont pas bien rangés, ben, compulsée pour me calmer justement l'anxiété. Des fois, je vais m'assurer qu'ils sont bien placés ou je les replace moi-même. C'est vraiment banal et niais comme TOC, mais... Et c'est pas diagnostiqué non plus, mais je sais que une petite obsession qui vient par ici. Mais fait que je comprends aussi le petit lien avec l'anorexie. Comme tu stresses, pouf, tu compulses pour justement, je sais pas moi, perdre du poids parce que justement, distorsion de ton image corporelle. Puis t'es stressée d'être grosse, fait que compulsion d'essayer de perdre, de faire l'exercice et tout et tout. Sinon, c'est clair que j'ai oublié des choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que c'était vraiment plus les causes. Hein, donc, prochain épisode, épisode 2 à ne pas manquer, qui portera sur les conséquences de l'anorexie. Puis, on va essayer de parler un peu du traitement, puis on va terminer sur une note joyeuse, hein, parce que oui, il y a des gens qui s'en remettent. Heureusement. Heureusement, oui, tout à fait. Merci de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt. Puis je tiens à rappeler aussi qu'on n'est pas des professionnels, donc prenez pas tout ce que je dis pour du cash. Mais j'ai des recherches qui m'appuient, donc je vous livre pas n'importe quoi comme information non plus. Si jamais vous sentez mal, c'est important d'en parler, hein? C'est pas tabou. En fait, on essaie que ça ne le devienne pas, ou que ça ne le soit plus. C'est pour ça qu'on est là. Oui, vraiment, justement, allez voir, parlez-en. Il existe des organismes pour ça. Donc, utilisez-le. Je mentionnais aussi santé mentale tantôt. Prochain épisode, je vous en raconte plus pour terminer sur ma note joyeuse. Je vous invite également à aller écouter le podcast d'Amélie Messier, qui sera probablement disponible sur YouTube et, si je ne me trompe pas, sur Spotify. Podcast Le 7e ciel qui porte sur l'image corporelle.